Vous écoutez RFI, il est 6h30 à Paris et à Kananga, 5h30 à Libreville. Magali Lagrange. À la une, le Gabon, les réactions internationales après la proclamation des résultats définitifs de la présidentielle par la Cour constitutionnelle. Plusieurs pays prennent acte de la réélection d'Ali Bongo pour un nouveau mandat. Les observateurs européens, eux, regrettent que les anomalies constatées n'aient pas été rectifiées. La République démocratique du Congo, nous reviendrons sur les violences qui ont fait au moins 28 morts la semaine dernière à Kananga, dans le Kasaï central, dans des affrontements entre l'armée et les miliciens d'un chef coutumier. Des violences aussi au Tchad, une attaque contre un poste militaire attribué à Boko Haram dont le chef autoproclamé Aboubakar Shekau apparaît dans une nouvelle vidéo. Et puis l'ex-vice-président du Soudan du Sud, Riek Machar, sort de son silence pour appeler à reprendre les armes contre son rival, le président Salva Kiir. Pas d'effusion, pas de message de félicitations à l'étranger après la validation au Gabon par la Cour constitutionnelle de la réélection d'Ali Bongo à la présidence. L'Union africaine comme le Maroc, l'ONU ou encore les États-Unis prennent acte de la décision de la Cour. Quant à la France, elle a réagi par la voix de son ministre des Affaires étrangères. Jean-Marc Ayrault constate que l'examen des recours n'a pas permis, dit-il, de lever tous les doutes. Une déclaration qui n'a pas plu au pouvoir gabonais, et dans les rues de Libreville, les réactions étaient aussi mitigées. Écoutez. La France n'a pas fait la même chose qu'en 2009 et bon, jusque-là, c'est pas mal. Non, ce n'est pas suffisant parce que ça veut simplement dire quoi? Ça veut dire qu'on valide, on accepte le statu quo, c'est-à-dire que M. Ali Bongo, malgré tout ce qu'on sait, il reste président du Gabon. Donc on ne peut pas nous donner cet espoir-là. Il y a eu des morts, les gens ont cru, il y a eu les observateurs internationaux ici qui ont fait leur travail, qui ont dit que les choses sont très mal passées. Et on prend acte tout simplement, malgré les morts, et puis aucune lumière n'est faite sur les morts, aucune pression. Nous trouvons que c'est injuste. Il est hors de question qu'on demande au candidat Jean Ping d'aller faire un recours, sachant bien comment la Cour constitutionnelle fonctionne au Gabon. Et ensuite, on ne nous appuie pas, on ne nous accompagne pas. Qu'est-ce que la France fait pour nous? Ils n'ont pas fait avec Sassou, ils n'ont pas fait avec Déby. Pourquoi avec Ali le faire aujourd'hui? Pourquoi? C'est ma question. Non, la France, non. On est un pays indépendant, chacun n'a qu'à balayer devant chez lui. Mais il n'est pas question qu'on fasse l'ingérence, parce que c'est ça le mot. Donc, aux Français, les choses françaises, aux Gabonais, les choses gabonaises. Point barre. Des propos recueillis à Libreville par nos envoyés spéciaux Karine Franck et Richard Riffono. De leur côté, je vous le disais, les observateurs de l'Union européenne ont souligné la grande faiblesse du système électoral et les anomalies évidentes que la Cour n'a pas rectifiées. Depuis la proclamation des résultats définitifs de la présidentielle, le calme règne à Libreville. Le président Ali Bongo propose un dialogue national, proposition rejetée par l'opposant Jean Ping qui appelle ses partisans à rester mobilisés. En République démocratique du Congo, une semaine après les émeutes qui ont éclaté à Kinshasa et qui ont fait une trentaine de morts selon le pouvoir, une centaine selon l'opposition, le gouverneur de Kinshasa demande aux proches des victimes d'aller se faire enregistrer à l'hôtel de ville en vue de la prise en charge des obsèques par la municipalité. On reste en RDC pour prendre la direction de la province du Kasaï central, dans le chef-lieu de cette province, Kananga, qui a été le théâtre de violents affrontements pendant 2 jours en fin de semaine dernière entre l'armée et les miliciens d'un chef coutumier. Un calme précaire est revenu depuis. Des bilans circulent, ils sont encore provisoires. 28 morts selon les autorités locales. D'autres sources évoquent plusieurs dizaines de victimes. Léa-Lisa Vesterov nous explique ce qui a provoqué cette flambée de violence. Tout commence il y a quelques semaines, lorsque le nouveau maître d'une milice locale demande à être intronisé comme chef coutumier par les autorités provinciales, son père, Kamouinan Sapou, ayant été tué en août dernier. Pour cela, le gouverneur doit publier un arrêté provincial, un texte qui officialise la fonction de chef traditionnel dans la région. Lassée d'attendre que les autorités provinciales se décident, la milice se lance dans un bras de fer avec le pouvoir. Elle envahit d'abord une localité à 180 km de Kananga avant de s'attaquer à la capitale de la province jeudi, à son aéroport plus précisément. Essentiellement armée de bâtons et de flèches, la milice occupera ce point stratégique pendant près de 2 heures jeudi. Suivent d'intenses combats avec l'armée jusque vendredi soir et au final, un bilan provisoire, lourd, essentiellement dans les rangs de la milice. La petite ville de Kananga, elle portait encore les stigmates de ces combats hier
avec des habitants effrayés, terrés chez eux. Le ministre de l'Intérieur, Évariste Bochab, qui s'est rendu sur place, a appelé la population à ne pas soutenir cette milice et s'est inquiété des conséquences économiques de cette récente attaque dans une ville particulièrement pauvre et enclavée. Le président congolais en Italie, aujourd'hui, Joseph Kabila doit être reçu par le pape au Vatican. François qui a condamné le mois dernier les massacres à répétition dans le territoire de Béni et qui a récemment écouté le compte-rendu sur cette question du nonce apostolique en RDC. L'attaque a été attribuée aux islamistes de Boko Haram. Une position de l'armée tchadienne a été visée dans la nuit de samedi à dimanche dans la localité tchadienne de Kaïga, à la frontière avec le Niger. 4 soldats tchadiens ont été tués. On compte aussi 6 blessés. 7 islamistes auraient été abattus. Boko Haram, dont le chef autoproclamé Aboubakar Shekau apparaît dans une nouvelle vidéo pour la 3e fois en moins de 2 mois. Lui qui a été donné pour mort à plusieurs reprises par l'armée nigériane, qui affirmait encore récemment l'avoir grièvement blessé. Dans cet enregistrement, pourtant, Aboubakar Shekau affirme qu'il est en bonne santé. À Lagos, Boïs Gomis. C'est la 3e vidéo de propagande en moins de 45 jours produite par la faction du groupe armé se réclamant d'Aboubakar Shekau. Tout, sauf un hasard, depuis l'intronisation de Mossab al-Barnawi comme chef de la province ouest africaine par l'État islamique. Dans ce message posté sur Internet, Aboubakar Shekau provoque le président Muhammadu Buhari. Il nargue une nouvelle fois l'armée nigériane qui avait annoncé sa disparition. Mais l'homme, connu aussi sous le pseudonyme de Damasak, s'adresse en creux à la direction de Daesh. Il entend bien s'agripper à son titre de wali, de dirigeant autoproclamé du califat du nord-est du Nigeria. Et pour bien le démontrer, Aboubakar Shekau, fusil d'assaut en bandoulière, apparaît entouré de 2 gardes masqués et lourdement armés, avec des munitions bien en évidence. Le porte-parole de l'armée nigériane, le colonel Sani Ousmane, émet des doutes sur l'authenticité du personnage se présentant dans la vidéo comme Aboubakar Shekau. Il insiste aussi auprès des résidents de Maiduguri, de Kano, de Kaduna et de Zaria de ne pas céder à la panique devant les menaces proférées, leur garantissant l'efficacité de la protection de l'armée désormais déployée partout dans le nord du Nigeria. Moïse Gomis, Lagos, RFI. La France a des responsabilités dans l'abandon des harkis, ces soldats recrutés par l'armée française pendant la guerre d'Algérie. Cette reconnaissance attendue depuis 50 ans est un symbole fort pour ces anciens soldats. Une reconnaissance qui vient du président français, François Hollande, dans un discours prononcé hier lors d'une journée d'hommage national. La France a tourné le dos à des familles qui étaient pourtant françaises, a déclaré le chef de l'État. Après la guerre, seuls 60 000 de ces hommes ont été admis en France. Les autres sont restés en Algérie et ont été la cible de représailles parce qu'ils étaient considérés comme des traîtres. L'opposant sud-soudanais Riek Machar sort de son silence. L'ancien vice-président et chef rebelle vient de publier un communiqué dans lequel il appelle à combattre le gouvernement d'union nationale dirigé par son rival, le président Salva Kiir. Un texte publié après la réunion de son bureau politique en exil à Khartoum. Riek Machar affirme que l'accord de paix conclu avec le président il y a un an ne tient plus. L'ex-vice-président a pris le chemin de l'exil suite aux violents combats qui ont éclaté à Djouba en juillet dernier. Il est actuellement au Soudan, mais sa présence embarrasse Khartoum qui voudrait bien le voir quitter le sol soudanais. Cependant, Léonard Vincent, pas facile pour lui de trouver une nouvelle terre d'accueil. Après l'éclatement de la guerre civile en 2013, Riek Machar et son armée avaient trouvé refuge dans l'Éthiopie voisine. Ses hommes dans l'état frontalier de Gambela et leur chef à Addis Abeba. En avril dernier, il était rentré à Djouba pour prendre ses fonctions au sein du gouvernement d'union nationale. Mais en juillet, les combats contre les hommes de Salva Kiir l'avaient poussé à se réfugier en brousse, puis à fuir vers la République démocratique du Congo, avant d'être accueilli à Khartoum pour soigner son épuisement. Mais aujourd'hui, le Soudan ne veut pas compliquer la situation. Le gouvernement lui a fait savoir que ses activités politiques devaient être limitées. Sans marge de manœuvre, il doit donc trouver un autre pays d'accueil. Or, le Premier ministre éthiopien, cette fois, a dit non. Il ne veut plus accueillir de dirigeants d'une lutte armée sur son sol, dit-il. De sources diplomatiques à Nairobi, on confirme que l'Afrique du Sud accepterait de l'accueillir. Mais Riek Machar lui dit qu'il souhaite retourner à Djouba, mais uniquement sous la protection d'une force d'interposition de l'ONU qui tarde à voir le jour. Une hypothèse que, à contrario, aucune chancellerie, et notamment les États-Unis, n'estime aujourd'hui souhaitable.
L'affaire Swamanine à présent à Madagascar. Swamanine du nom d'un village à 70 km de la capitale où une société chinoise a été autorisée il y a un an à chercher des métaux, de l'or notamment pour une durée de 40 ans. Mais la présence de cette société provoque la colère d'une partie de la population qui réclame son départ depuis déjà plusieurs mois. Les habitants ont même fixé un ultimatum. La société avait jusqu'à jeudi dernier pour quitter les lieux et comme elle ne l'a pas fait, ils ont manifesté, soutenus par des membres de l'opposition, manifestation réprimée par les forces de l'ordre. 2 des leaders de la contestation ont été arrêtés. Les précisions de Sarah Teto. Dans cette affaire de minorifère de Swamanine, le Premier ministre le concède, les Chinois n'ont pas suffisamment dialogué avec la population locale. Néanmoins, derrière ce qu'il appelle une haine anti-chinois, Olivier Mahafal dénonce une contestation instrumentalisée par l'opposition. C'est quoi la faute de ces Chinois? Je ne sais pas, je ne vois pas. Ils sont là justement pour aider Madagascar. Nous ne pouvons pas nous targuer d'être autosuffisants. Donc on a besoin des investissements étrangers. L'opposition fait tout pour perturber l'ordre de la sécurité publique. Mais ça ne veut pas dire pour autant que nous allons systématiquement utiliser la répression. Non, mais c'est juste pour rétablir l'ordre et la sécurité publique. Mais pour Cynthia, habitante du village, l'opposition n'a rien à faire là-dedans. Elle, ce qui la dérange, c'est l'air vicié, l'eau boueuse et les terres agricoles détruites. Depuis que les Chinois sont arrivés, nous ne reconnaissons plus la terre que nous avons connue. Ils nous ont promis des écoles, des hôpitaux, mais nous n'avons pas accepté car nous n'échangeons pas nos terres contre des choses comme ça. D'après l'épouse de Pierre Robson, l'un des 2 leaders de la contestation, une nouvelle manifestation est prévue jeudi prochain pour, dit-elle, défendre la patrie et réclamer la libération des 2 détenus. Déférés vendredi dernier devant le parquet de la capitale, leur procès pourrait avoir lieu cette semaine. Sarah Teto, Antananarivo, RFI. À Madagascar, qui était menacé de sanctions par la CITES, la Convention internationale sur le commerce des espèces en danger. La grande île accusée de ne pas faire assez pour lutter contre le trafic de bois précieux. Mais finalement, les sanctions ont été repoussées à la veille de l'ouverture de la 17e conférence de la CITES, samedi en Afrique du Sud. Les défenseurs de la nature y voient un mauvais signal avant même l'ouverture de cette conférence, au cours de laquelle plus de 180 pays doivent discuter de la protection de 500 espèces menacées. Lisa Fabian. L'annonce est tombée la veille de l'ouverture de la conférence. Le comité permanent de la CITES est revenu sur son projet de sanctions visant Madagascar. En janvier dernier, le comité avait pourtant étendu un embargo international sur le commerce de bois précieux et lancé un avertissement ferme au pays. Coleman O'Criodan de WWF International. Ils ont dit qu'ils n'ont pas l'argent, mais il y a des agences comme l'Organisation internationale des bois tropicaux qui ont essayé de faire des accords avec Madagascar. Toujours, il y avait des délais, des retards. Et on croit qu'ils n'ont pas vraiment intéressé à sauver ces bois, à protéger ces forêts. Les pays asiatiques et africains se sont ralliés à la cause de Madagascar sur ce dossier face aux Américains et aux Européens favorables aux sanctions. Mais cette reculade envoie un message négatif aux parties prenantes de la CITES. Comme on va discuter maintenant des choses concernant les éléphants, les rhinocéros, toutes les autres choses concernant les espèces menacées et le commerce illégal, si le comité permanent ou même la conférence des parties n'a pas la volonté politique pour faire des décisions dures et pour suivre les pays qui ne sont pas en accord avec la convention, ça c'est un très mauvais signal. Les efforts réalisés par Madagascar seront de nouveau évalués dans 3 mois. Le pays devrait de toute façon éviter les sanctions au moins jusqu'à l'année prochaine. Lisa Fabian, Johannesburg, RFI. C'est un chiffre qui a justement été dévoilé devant la CITES. Le nombre d'éléphants sur le continent africain enregistre sa plus forte baisse depuis 25 ans, selon l'Union internationale pour la conservation de la nature. En raison principalement du braconnage, on recense actuellement 415 000 pachydermes, soit 110 000 de moins que lors de la dernière décennie. 6h43 ici à Paris. Dans 5 minutes, nous retrouverons Frédéric Couteau qui a lu vos journaux à la une de la revue de presse Afrique. Aujourd'hui, les réactions après la confirmation de la réélection du président gabonais Ali Bongo par la Cour constitutionnelle. Mais avant cela, on va parler de la Côte d'Ivoire avec notre invité. Appel sur l'actualité, prenez la parole.
avec Juan Gomez. Vous souhaitez mieux comprendre et décrypter l'actualité? RFI vous donne la parole. Tous les jours à 8h10 TU, la rédaction répond à vos questions. Rejoignez-nous dès maintenant au 33 9 693 693 70 par courrier électronique, appel au pluriel, .actu@rfi.fr et sur les réseaux sociaux. Toutes vos questions et réactions sur l'actualité, du lundi au vendredi à 8h10 TU sur RFI. Et le débat d'appel sur l'actualité aujourd'hui, justement sur la situation au Gabon et les réactions donc après la validation de la victoire d'Ali Bongo à la présidentielle. Afrique Matin sur RFI. Magali Lagrange. La Côte d'Ivoire se prépare dans les prochaines semaines avant la fin de cette année. Le pays devrait se prononcer sur un projet de nouvelle constitution, même si l'opposition, et notamment le FPI, y est défavorable. Le nouveau texte prévoit notamment la création d'un poste de vice-président et d'un Sénat. Pour en parler, pour évoquer également les prochaines échéances électorales en Côte d'Ivoire, le Premier ministre, qui est aussi l'un des architectes du projet de nouvelle constitution, est l'invité de Christophe Beaubouvier. Daniel Cablan-Dacan, bonjour. Bonjour. Pourquoi une nouvelle constitution? En quoi peut-elle aider les Ivoiriens à se réconcilier? Vous savez que le président de la République, dans la nouvelle campagne présidentielle qu'il a menée, et disons qu'à l'issue de laquelle il a été réélu, il avait indiqué qu'il souhaitait donner une nouvelle constitution donc à la Côte d'Ivoire. Il avait travaillé avec son aîné, le président Henri Konan Bédié, parce que tous les deux, avec les autres membres du RHDP, avaient pour objectif de donner à la Côte d'Ivoire une constitution moins confligène que celle de 2000. Pour l'essentiel, ils ont proposé un poste de vice-président de la République. Deuxième point, c'est d'avoir, disons, une chambre bicamérale avec un Sénat, de créer de nouvelles institutions, notamment la Chambre des rois, mais surtout de donner davantage de droits, droit à l'éducation, droit à la santé, des droits garantis. Voilà. Si la réforme passe, un tiers des sénateurs seront désignés par le président. Est-ce que c'est vraiment très démocratique? Écoutez, vous avez un certain nombre de hauts responsables qui ont été des acteurs importants du développement du pays. Peut-être qu'ils ne seraient même pas intéressés d'aller à une élection, mais qui peut éventuellement apporter un savoir-faire qui peut être utile donc au pays. À l'heure actuelle, en cas de vacance du pouvoir au sommet de l'État, c'est le président de l'Assemblée nationale, qui est le dauphin constitutionnel. Mais si la nouvelle constitution est adoptée, qui sera le dauphin constitutionnel? Mais écoutez, en principe, le texte doit prévoir que le président de la République doit, dans le cadre des élections donc nouvelles, se présenter avec le vice-président, de manière à permettre au ticket de gérer la Côte d'Ivoire. Bien sûr, la question que vous allez poser est la transition. Bon, dans la transition, si le cas se pose, donc ça fait partie des discussions qui ont lieu actuellement. Le président de la République pourrait désigner à ce moment-là un vice-président, mais la décision n'a pas encore été faite. Donc pendant la transition, le vice-président ne sera pas élu, il sera désigné par le chef de l'État actuel. C'est une position. Ce n'est pas encore une décision, ça fait partie des éléments, vous voyez. Oui, c'est-à-dire que c'est pas encore clair. On ne sait pas encore s'il y aura un vice-président entre maintenant et 2020 ou pas. Ça fait partie des possibilités, ça fait partie des décisions qui sont actuellement donc en cours. Et donc le vice-président, une fois qu'il sera en place, deviendra le dauphin constitutionnel? Mais c'est l'objectif. Il faut assurer la stabilité, que les choses soient très claires et éviter les instabilités lorsque, soit pour différentes raisons, le président se retire, ou bien si un malheur arrive, il faut que les choses soient très claires et prévues à l'avance. L'actuel dauphin, c'est Guillaume Soro, le président de l'Assemblée. Vous ne craignez pas que ses amis députés et lui ne fassent de la résistance contre ce projet? Moi, je pense qu'une constitution doit être impersonnelle. Et je pense, en fait, on prête des intentions à gauche, à droite. Je ne pense pas que c'est l'élément fondamental. Je crois que ce qui est important, quels sont les intérêts majeurs de la Côte d'Ivoire pour une stabilité importante, pour permettre que la croissance, qui est forte actuellement de 9%, puisse se poursuivre et assurer une distribution plus importante des richesses qui soient mieux partagées par l'ensemble des populations. Daniel Cablan-Dacan, le référendum constitutionnel est prévu dans un mois, mais le projet définitif n'est toujours pas connu par les Ivoiriens. Alors 3 semaines seulement pour débattre de la prochaine loi fondamentale, est-ce que c'est bien sérieux? Je pense que vous n'avez pas la bonne information, puisque le président de la République a déjà rencontré tous les corps concernés, que ce soit les partis politiques déjà, les religieux, la société civile, en fait tout ce qui compte au niveau de la Côte d'Ivoire. Il les a invités à pouvoir fournir leurs observations, ce que la plupart ont fait d'ailleurs. Ils l'ont fait acquis au niveau du comité des experts, en entendant les décisions au niveau du président de la République et du gouvernement. Une fois que tout ça est fait, il va y avoir une réunion du Conseil du gouvernement, ensuite une réunion du Conseil des ministres, et ensuite le dossier ira à l'Assemblée nationale. Avant tout changement de constitution, l'opposition, et notamment le FPI, réclame la convocation d'une constituante. Est-ce que vous pourriez l'envisager? Écoutez, chacun joue son rôle. Un gouvernement s'est fait pour gouverner, une opposition peut avoir comme travail de s'opposer. Mais nous estimons qu'il faut qu'une opposition responsable, qui peut construire pour l'avenir du pays. N'oubliez
N'oubliez pas que la plupart des dispositions d'ailleurs de ce texte, la Constitution, ont fait l'objet de discussions à Marcoussis. En 2003. Voilà. En novembre auront lieu les législatives. Est-ce que tous les candidats de la majorité se présenteront sous l'étiquette RHDP ou est-ce qu'il y aura encore des candidats RDR et des candidats PDCI de votre propre parti? Bon, la date de novembre, je ne vous confirme pas. Disons que ça peut être la fin de l'année. Ça peut être décembre. Par exemple. Et il faut d'abord que la nouvelle Constitution passe et en fonction de ça, donc les dates seront fixées. Mais c'est très clair, les candidats du RHDP iront ensemble au niveau des législatives. C'est-à-dire qu'il y aura une discipline forte de manière à ce que tout le monde respecte les décisions qui auront lieu. C'est-à-dire que les candidats PDCI qui refuseront l'étiquette RHDP n'auront pas l'investiture PDCI? PDCI ou RDR ou MFA ou autre. C'est bien cela vers lequel nous allons parce qu'il faut de la discipline dans les partis politiques. Après tout, la devise du pays, c'est quoi? Union, discipline, travail. Oui, mais vous savez bien qu'au PDCI comme au RDR, il y a un patriotisme de parti. Mais pourquoi on a formé le RHDP? Ça date de quand? De 2005. Mais ça tient la route. Daniel Cablan-Duncan, à la présidentielle de 2015, le PDCI a soutenu le candidat du RDR, en l'occurrence Alassane Ouattara. Est-ce qu'en contrepartie, en 2020, le RDR soutiendra un candidat issu du PDCI? Mais en fait, l'objectif, c'est d'aller vers un parti unifié, qui est le RHDP. Est-ce qu'il sera issu de votre parti actuel PDCI? Il sera issu du RHDP, c'est ce que je peux vous dire. Mais vous avez certainement une petite préférence pour que ce candidat soit issu du parti auquel vous appartenez actuellement, non? Je serais favorable à ce que le meilleur d'entre les différents partis puisse être choisi pour devenir le prochain président de la Côte d'Ivoire. Vous êtes à l'heure actuelle le Premier ministre qui a eu le plus long mandat de Premier ministre dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pourriez être ce candidat en 2020? Je pense qu'il ne faut pas personnaliser les choses. Laissons les choses aller de l'avant. Il y a des jeunes qui sont là. Il faut les aider à jouer ce rôle. Voilà. Monsieur le Premier ministre, merci. Et il répondait à Christophe Boisbouvier. À la Syrie, bombardements incessants depuis plusieurs jours à Alep. Ils ont fait au moins 124 morts selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni hier en urgence. La représentante américaine a vivement attaqué Moscou, allié du régime syrien. En Colombie, un jour historique, la cérémonie de signature de l'accord de paix entre la guérilla des FARC et le gouvernement. 2500 invités à Carthagène, dont une quinzaine de chefs d'État latino-américains. Pour entrer en vigueur, cet accord devra être approuvé le 2 octobre par référendum, selon le souhait du président colombien. Des dizaines de millions d'Américains attendent le premier des 3 débats télévisés entre les 2 candidats à la présidentielle du 8 novembre, Hillary Clinton et Donald Trump. Ce sera ce soir, le premier, la nuit prochaine pour nous à partir de 1h temps universel. Et puis le président français se rend à Calais pour la première fois depuis son arrivée à l'Elysée. Calais où la tension est toujours vive en raison du grand camp où vivent entre 7 et 10 000 migrants que le gouvernement a promis de démanteler. François Hollande verra les forces de l'ordre, les associations et des élus. La revue de presse Afrique, bonjour Frédéric Couteau. Bonjour Magali, bonjour à tous. À la une, avalanche de critiques après la réélection d'Ali Bongo. Oui, 3 jours après la confirmation par la Cour constitutionnelle gabonaise de la victoire d'Ali Bongo à l'élection présidentielle, c'est un sentiment de dépit, voire de colère qui anime la plupart des médias du continent ce matin. À commencer par les sites d'information gabonais. La rue ne manifeste pas de joie, soupire Gabon Echo. C'est dire que beaucoup de Gabonais n'ont pas adhéré au projet de société du président sortant. Ali Bongo lui-même l'a ouvertement reconnu, c'est pourquoi il s'est engagé pour ce nouveau septennat à ne ménager aucun effort pour rendre à ses compatriotes leur dignité longtemps réclamée. Ce qui suppose qu'il lui faut aujourd'hui plus que jamais travailler à la réalisation de son projet de société, lequel a pendant 7 ans tardé à prendre ses marques. Gabon Review, autre site gabonais, hausse le ton. Comme à chaque élection présidentielle, le dernier mot est revenu à une cour constitutionnelle qui n'a de sens que pour ceux qui croient encore aux institutions gabonaises, bien que foncièrement corrompues. Les Gabonais n'ont jamais été aussi décidés à reprendre leur pays, s'exclame encore Gabon Review, et ceux qui ne l'ont pas compris finiront par comprendre qu'il n'y a pas eu de mot d'ordre, que c'est au fond de nous que ça suffit, résonne. Nous ne sommes pas une génération de moutons. Et les critiques fusent également dans la presse ouest-africaine. Le quotidien aujourd'hui au Burkina renvoie dos à dos les 2 protagonistes de la crise. En vérité, écrit le journal opposant, les gens du pouvoir gabonais se disputent le gâteau national qui s'amenuise du reste depuis que le baril de pétrole a quitté les $100 pour descendre à $50. Le septennat de
Bongo fils, dont chaque jour s'apparentera à un chemin de croix, devra être réservé à tracer les sillons d'une gouvernance vertueuse et à l'avènement d'une nouvelle classe politique dont les Bongo, Ping et compagnie ou leurs rejetons ne devront pas nécessairement jouer les premiers rôles. Le Gabon est malade de toutes ces familles dont le métier est la politique et dont le pays a tout fait pour eux, mais qui se sont avérés de véritables sangsues pour la patrie. Pour lejelly.com en Guinée, c'est maintenant que les choses sérieuses commencent pour Ali Bongo. Ayant volé la légalité, il devra se préparer à affronter le manque de légitimité. D'ailleurs, c'est comprenant ce handicap congénital de son second mandat qu'il s'empresse de solliciter le dialogue et de proposer un gouvernement d'union nationale. Sauf que, pointe le Jelly, rien de tout cela ne saura combler le vide laissé par l'adhésion authentique des électeurs. En tout cas, pointe l'observateur Palga à Ouaga, qu'Ali Bongo est vaincu à la régulière ou pas, que son challenger soit un mauvais perdant ou pas, une chose est sûre, ça ne peut pas continuer comme ça. Surtout que la contestation de la confiscation du pouvoir et de l'avoir par un clan s'accompagne d'une lame de fond social et économique qui rend le cocktail encore plus explosif, et Ali aurait tort de prendre ce coup de semonce à la légère. Une autre voix, une autre opinion, celle de Mutation au Cameroun. Oui, beaucoup de personnes ont fait l'amalgame entre Bongo père et Bongo fils, pointe Mutation. Ils portent le même nom, certes, mais ils sont de tempéraments opposés, estime le quotidien camerounais. Ali gère le patronyme, mais pas les options politiques d'Omar. Il a la volonté de faire ses marques, de prendre ses distances avec le paternalisme français sur le plan économique et sur le plan politique. Ce souci déplaît à Paris et il enthousiasme les masses africaines, affirme Mutation. Elle crée de par le continent des tribunes pour encourager et soutenir Ali Bongo. Personne ne voulait d'une alternance voulue par la France-Afrique. La France, une fois de plus, n'a rien compris de l'Afrique, conclut le quotidien camerounais. Elle a trop misé sur le cheval Ping, maladroit et irrespectueux. La France a fait d'Ali le résistant au diktat colonial. C'est pour cela qu'il a été soutenu partout en Afrique, conclut Mutation. Enfin, à 180 degrés, cette charge de liberté au Togo, à la suite du coup de force électoral spectaculaire perpétré par Bongo, est-il encore nécessaire, s'interroge le quotidien togolais, d'organiser des élections dans certains pays d'Afrique, surtout francophones? La mascarade électorale gabonaise est typique, poursuit Liberté, de ce qui se passe dans nombre de pays africains francophones, à savoir le Togo, le Congo, le Tchad, le Cameroun, etc., où les institutions impliquées dans l'organisation des élections sont toutes aux ordres du palais. Merci Frédéric Couteau. Votre revue de presse avec le Gabon ce matin à la une est à retrouver sur internet, le www.rfi.fr. Priorité santé. Claire Hédon vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui, pour la journée mondiale de la contraception, je reçois Laurence Rossignol, ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes. Demain, après les différents scandales, peut-on faire confiance aux médicaments? Appelez-nous au 33 1 84 22 75 75 ou écrivez-nous à priorité.santé@rfi.fr. Priorité santé, Claire Hédon. Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU. RFI. Vivez votre passion du sport avec MoneyGram, transfert d'argent. Le journal des sports avec Thomas de Saint-Léger, bonjour. Bonjour Magali, bonjour à tous. On commence par du football. 1 an après son sacre en Ligue des Champions, le tout-puissant Mazembe aura l'occasion, dans un peu plus d'1 mois, de remporter une 2e coupe continentale de rang. Oui, sauf qu'il s'agit cette fois de la petite Coupe d'Afrique, la Coupe de la Confédération. En demi-finale, les Corbeaux ont sorti le tenant du titre, l'Étoile du Sahel, sans gagner aucun des 2 matchs, un partout à l'aller en Tunisie, 0-0 hier à Lubumbashi. Les hommes d'Hubert Velud se qualifient grâce au but à l'extérieur, mais ils se sont fait peur et ça n'a pas tellement plu aux techniciens français. Hubert Velud est au micro de Pascal Mongala. Je suis pas trop satisfait de la première mi-temps où on avait un peu le frein à main, on était un peu, je sais pas, il y a un peu de crispation, on a eu du mal à se libérer dans le jeu. On n'a pas pu jouer comme on voulait, on a allongé beaucoup. Quand même, nous, on a fait une meilleure 2e mi-temps. Bon, après, ça joue à peu de choses. Je savais que ça allait être comme ça contre l'Étoile, c'est 2 équipes de la même valeur. Mais le plus important, c'est de passer. C'est aussi l'esprit qu'on a mis dans les 2 matchs. On a été très combatifs dans les 2 matchs. On a maîtrisé beaucoup de choses dans les 2 matchs. On ne s'est jamais affolé contre une bonne équipe. Et au moins, là-dessus, je suis satisfait. Je trouve même que le match aujourd'hui était plus équilibré que celui à l'Étoile. On a eu beaucoup plus d'occasions à l'Étoile. On doit faire mieux quand même à la maison. Et surtout rentrer plus vite dans le match. On doit faire des meilleures premières mi-temps que ce qu'on a fait aujourd'hui. Hubert Velud, l'entraîneur français du tout-puissant Mazembe. En finale, le club congolais retrouvera le Mouloudia Béjaïa, qualifié grâce à un nul 1-1 sur le terrain du FUS de Rabat. Un football en RDC toujours.
toujours, on connaît la liste définitive des 28 léopards retenus par Florent Ibenge pour les 2 prochaines rencontres de la sélection. Un amical face au Kenya le 4 octobre et puis la réception de la Libye le 8 dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. 28 joueurs donc, et pas de surprise, les 27 présélectionnés sont reconduits. S'ajoute un petit nouveau, l'attaquant de Toulouse, Dodi Loukebakio. La Coupe du Monde de futsal, du foot en salle, se dispute en ce moment en Colombie. Fin de la belle aventure pour la sélection égyptienne. Le rêve des pharaons s'est brisé sur un os. L'équipe d'Argentine, victoire 5-0 des Sud-Américains en quart de finale. Mais on retiendra le très beau parcours des Égyptiens avec notamment ce 8e de finale remporté face à l'Italie. Et du cyclisme pour terminer, Thomas, avec le 23e Tour de Côte d'Ivoire, la razzia marocaine se poursuit. Deuxième étape hier, deuxième succès marocain. Soufiane Ada l'emporte à Dabakala devant 3 de ses compatriotes. Au général, ils sont 5 aux 5 premières places avec tout en haut Abderrahim Zahiri, le vainqueur de la première étape. Merci Thomas de Saint-Léger. Tout de suite, c'est un nouveau journal sur RFI. Le journal des sports Afrique vous a été proposé par MoneyGram Transfert d'argent. Plus de 30 000 points de vente MoneyGram à votre service partout en Afrique. MoneyGram, le lien qui vous rapproche.